Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. On va continuer avec la même question. Quelle est la chose la plus mystérieuse qui se soit produite dans votre vie et pour laquelle vous n'avez aucune explication? N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer mes vidéos. Et c'est parti. Je suis revenu dans la région où j'ai grandi après une vingtaine d'années d'absence. J'ai montré à ma fille adolescente les endroits où nous avions l'habitude d'aller. On a visité le centre commercial local, qui n'existait presque plus. Les enseignes à l'extérieur avaient été enlevées, le théâtre était dilapidé. Nous sommes entrés dans ce qui avait été un grand centre commercial, et l'aire de restauration avait disparu. Le carrousel n'existait plus. Il ne restait plus qu'un magasin Assis dans TV et un magasin Nordstorm. Je suis rentré à la maison, et j'ai dit à mon mari à quel point c'était mélancolique. Il n'arrivait pas à y croire, parce que le centre avait été si dynamique dans le passé. Le week-end suivant, nous y sommes allés, lui et moi, pour qu'il puisse y jeter un coup d'œil. Mais une fois sur place, j'ai été stupéfaite. On s'est arrêté sur un parking bien rempli et actif. Le centre commercial était entièrement ouvert. Les enseignes à l'extérieur étaient intactes, le théâtre était ouvert, et l'aire de restauration était ouverte aussi. Le carrousel toujours en activité. C'était il y a quelques années, et je suis toujours aussi abasourdi aujourd'hui qu'à l'époque. J'ai ramené ma fille sur place pour voir l'endroit, et elle est restée sans voix. Je n'ai aucune explication. Aucune. J'avais environ 13 ou 14 ans, et je travaillais sur un projet dans le sous-sol de la maison. J'utilisais du scotch que j'ai posé à côté de moi pendant que je mettais une pièce sur mon projet. L'instant d'après, j'ai entendu un bruit sourd, et très fort qui provenait du mur à côté de moi. Je me suis retourné, et le scotch que j'avais utilisé était là-bas, comme s'il avait été jeté. Je n'ai jamais monté d'escalier aussi vite depuis. Je sais que la plupart d'entre vous n'y verront qu'une pure coïncidence, mais cette histoire me dérange vraiment. Au début de mon adolescence, ma meilleure amie et moi avions l'habitude de marcher en ville et d'entrer dans différents magasins, juste pour faire passer le temps. Il y avait un Rite Aid dans notre quartier, qu'on fréquentait très souvent. C'est un magasin de détail et de pharmacie, pour ceux qui n'en ont pas. On y achetait des boissons, des snacks, on faisait le tour des produits de maquillage. Des fois on passait juste aux toilettes. Cette histoire s'est apparemment produite en 2011. En 2022, je sors avec mon petit ami, depuis environ 1 an. Et il était assistant manager de ce même Rite Aid, depuis environ 3 ans. Un jour, il m'a appelé et il m'a demandé si j'avais déjà perdu un téléphone ou une carte SD sur les lieux. Je lui ai dit que non. Je n'ai absolument aucun souvenir d'avoir perdu une de mes cartes SD, et je n'ai jamais perdu mon téléphone. Si c'était le cas, je sais que je m'en souviendrai, parce que ça aurait été une période très pénible pour moi, parce que mes parents n'auraient pas pu m'acheter un nouveau téléphone pendant un certain temps. Si j'avais perdu une carte SD, ça aurait été également très pénible, parce que cela aurait signifié que j'aurais perdu toutes mes photos, ma musique, mes contacts, etc. Et en tant qu'adolescente en 2011, c'était des choses très importantes pour moi. Donc je lui ai dit non. Je n'avais jamais perdu l'une ou l'autre de ces choses, et certainement pas dans ce Rite Aid. Je lui ai demandé pourquoi. Il m'a dit qu'il nettoyait le tiroir des objets trouvés avec son collègue, et qu'ils étaient tombés sur une carte SD, dans une petite boîte en plastique transparente. Son collègue a pu la mettre dans son téléphone parce qu'il avait un Android, et mon petit ami n'y a pas vraiment prêté attention. Mais lorsque son collègue a commencé à lui dire ce qu'il avait trouvé, à savoir des vidéos et des photos de concerts, et aussi qu'il y avait des tas de photos d'une fille aux cheveux bleus, les oreilles de mon petit ami se sont redressées. Bien sûr, il a regardé les photos et elles étaient de moi. Elles datent de 2011. Il s'agissait d'une carte SD d'un de mes anciens téléphones, datant de cette époque. Et il trouve tout ça en 2022. Ça fait 11 ans qu'elle se trouve dans le tiroir des objets perdus. Et c'est mon petit ami qui l'a trouvée, comme par hasard. Je ne me souviens pas avoir perdu une carte SD, surtout pas dans un Rite Aid. J'ai même cherché sur mes réseaux sociaux et il n'y avait rien. Me connaissant à l'époque, j'aurais certainement tweeté sur la perte de ma carte SD et sur le fait que j'étais en colère ou contrarié. Je ne sais pas d'où vient la carte SD et je ne sais absolument pas comment elle s'est retrouvée dans les objets trouvés. Je ne sais pas comment ni pourquoi elle est restée là dans ce tiroir pendant près de 11 ans. Et pourquoi, de toutes les personnes possibles, c'est mon petit ami qui la découvre. Un jour, je suis entré dans un magasin à 14 h. Je n'ai rien acheté. Mais quand je suis sorti, il faisait déjà nuit. Il était 19 h. Je suis sûr de n'être resté que quelques minutes à l'intérieur.
mais il s'est avéré que j'ai perdu près de 5 heures de ma vie. Le monde est bizarre parfois. Une fois, je conduisais dans une zone très rurale du Missouri, sur une route sans virage. C'était une nuit étoilée et sans nuages. Il y avait un grand trou où il n'y avait pas d'étoiles ou quoi que ce soit sur ma droite dans le ciel. Cette chose, ce trou noir, était soit très grand, soit très proche. J'ai pensé qu'il pouvait s'agir d'une plaque de signalisation ou quelque chose comme ça, mais je n'ai jamais pu le dépasser. Et soudain, il s'est éloigné sur notre gauche et il a disparu vers l'horizon. Ma femme et moi n'avons jamais pu comprendre ce que c'était. J'ai une histoire très similaire. Il y a une trentaine d'années, alors que j'avais environ 8 ans, mon père nous a emmenés, mon frère, ma mère et moi, au fin fond des bois, dans sa cabane de chasse. Malheureusement, notre lampe de poche est tombée en panne. Ma mère et mon frère ont décidé de retourner à la voiture pour récupérer des piles. Pendant leur absence, un orage très puissant a éclaté. Je me souviens qu'à un moment donné, j'ai levé les yeux au-dessus du lac et j'ai vu un cercle d'un noir absolu qui planait sur place. Je me suis tourné vers mon père et il était en train de le regarder. Il y avait des éclairs tout autour du lac et il n'y avait aucun bruit. Je me souviens avoir pensé, il va m'expliquer ce que c'est, il passe toute sa vie ici. Mais non, il n'avait jamais vu ça non plus. Nous sommes restés là à observer ce phénomène pendant environ 45 minutes, jusqu'à ce qu'il disparaisse dans les nuages. Ma mère et mon frère sont revenus vers 4 heures du matin. Cette histoire est restée très vive dans ma mémoire, parce que mon père refuse encore aujourd'hui d'en parler avec moi. Ça nous a fait peur à tous les deux. Votre histoire résonne avec moi parce que j'avais d'abord pensé à un trou noir flottant. Je suis convaincu que nous ne sommes pas seuls dans l'univers. Je me suis réveillé une nuit après une forte chute de neige, et il y avait une lueur bizarre à l'extérieur. Je suis sorti, et le paysage m'a stupéfait. C'était comme si l'air était imprégné de cette lueur verte et violette. Pas que les arbres ou le ciel, l'air lui-même était imprégné de cette lueur. Il était 2 heures du matin, la lune était masquée derrière de grands nuages très épais, et il y avait assez de lumière pour lire un livre, sans avoir à allumer une lampe. On se serait cru dans un monde de contes de fées. Pour autant que je puisse en juger, les nuages blancs ainsi que le fait que tout soit recouvert de neige ont permis à la lumière ambiante de faire des ping-pong dans tous les sens et de tout éclairer. Je n'ai jamais rien vu de tel avant ou depuis. Une fois, j'étais sur le canapé de mon appartement et je regardais la télévision, quand tout à coup, je me suis réveillé au volant de ma voiture, en train de conduire. J'étais terrifié, parce que je me souviens pas d'être monté dans ma voiture, ni d'être allé quelque part, ni quoi que ce soit. Je ne buvais pas, je ne consommais pas de drogue, et je ne prenais pas de médicaments sur ordonnance. Ce qui est vraiment étrange, c'est que je savais à peu près quelle heure il était, lorsque je me suis assis sur le canapé. Il était environ 20 heures. Je le sais parce que j'avais l'horloge du décodeur juste devant moi. Je regardais Deadliest Catch sur Discovery Channel. Lorsque je me suis réveillé, au volant de ma voiture, j'étais à peu près 2 heures de route de la maison. Je vivais dans le nord de la région de Tampa, et je me suis réveillé juste à côté de Gainesville. Mon horloge affichait 20h38. Sur le moment, je ne savais pas où j'étais, et je savais juste que j'étais sur l'autoroute. J'ai donc pris la sortie suivante pour m'arrêter et comprendre ce qui se passait. J'étais célibataire et je vivais seul à l'époque. Et à ce jour, je n'ai aucune idée de ce qui s'était passé. Ma grand-mère possède une horloge qui appartenait à son frère. La nuit où il est mort, l'horloge a cessé de fonctionner. Elle fonctionnait toujours auparavant. Ma grand-mère aimait bien l'horloge et voulait la mettre sur son mur. Mon père a vérifié la pile, qui semblait en bon état. Après avoir remis la même pile, l'horloge a fonctionné à nouveau. Environ 6 mois plus tard, mon grand-père est décédé par euthanasie. Le lendemain matin, alors que ma grand-mère et mon père prenaient leur petit déjeuner, ils ont remarqué que l'horloge ne fonctionnait plus. Comme vous l'aurez deviné, la pile n'était pas en cause. Il s'agit probablement d'une coïncidence, mais c'est tout de même très étrange. Puis, des semaines plus tard, l'horloge a de nouveau cessé de fonctionner. Ma grand-mère était un peu inquiète que quelqu'un soit mort, même s'il n'y croyait pas vraiment. Cependant, c'était tout simplement la batterie qui avait rendu l'âme. L'horloge fonctionne parfaitement depuis près de 2 ans, avec une nouvelle pile. Mon chien a littéralement disparu un jour. Nous étions sortis faire des courses après avoir verrouillé la maison. Lorsque nous sommes revenus, une demi-heure plus tard, le chien n'était plus là.
Il n'y avait aucune possibilité qu'il se soit échappé tout seul. Il n'y avait pas d'issue, aucune fenêtre, aucun trou, rien. Nous étions 3 à l'avoir vu à l'intérieur de la maison avant de partir. La seule explication que nous ayons à ce jour est un peu folle, et nous ne pouvons pas la prouver, mais la voici quand même. L'une de nos voisines était une vieille dame. Nous étions cordiaux avec elle, même si elle était un peu froide. Parfois, on se rendait mutuellement service, comme dans une relation de voisinage typique. Mais au fil du temps, elle est devenue de plus en plus bizarre. Bien plus tard dans l'histoire, nous avons appris qu'elle avait développé la maladie d'Alzheimer. C'est triste de la voir devenir de plus en plus folle. Finalement, son fils l'a placée dans un institut psychiatrique pour personnes âgées. Quelques années plus tard, on a commencé à faire le lien. Avant qu'elle ne sombre dans la folie, nous lui avions donné un jeu de clés de notre maison, qu'elle puisse arroser les plantes et garder notre courrier pendant nos vacances. Elle a gentiment accepté, et cette année-là, nous lui avons apporté un beau cadeau pour la remercier. Et elle nous a rendu notre double des clés. Mais aujourd'hui, on pense qu'à l'époque, elle commençait déjà à perdre la tête sans que personne ne s'en aperçoive vraiment. Parce que quelques mois plus tard, en revenant de l'épicerie, nous l'avons trouvée à l'intérieur de notre maison. Nous avions fermé la porte à clé, mais elle a trouvé le moyen d'entrer. C'était vraiment inquiétant, et on a découvert qu'elle avait une autre clé sur elle. La seule explication possible était qu'elle avait fait une copie de la clé pendant que nous étions en vacances. Revenons donc à la disparition de notre chien. Notre théorie est que cette folle avait en fait plusieurs copies de la clé de notre maison, et qu'elle a laissé sortir notre chien, ou qu'elle l'a emmené ailleurs, ou même qu'elle l'ait tué. C'est la seule explication possible que nous ayons trouvée après toutes ces années. Mais c'est tellement fou que c'est difficile à croire, même pour nous, et nous ne pouvons pas en être sûrs. Quant à la vieille dame elle-même, elle est malheureusement morte quelques années plus tard, dans un institut psychiatrique. J'ai été en colère contre elle pendant un certain temps, bien sûr, mais en fin de compte, son histoire est surtout triste. Elle était victime de son propre cerveau en décomposition, et elle n'aurait rien pu faire contre ça. Dans cette histoire, j'ai perdu mon meilleur ami d'enfance. C'était un briard, et il s'appelait Voyou. Pendant des années, je me suis senti coupable de sa disparition. Je me repassais à la scène en boucle, dans ma tête, pour vérifier si je n'avais pas raté quelque chose. Mais finalement, nous ne saurons jamais ce qui s'est vraiment passé. Et c'est ça qui est vraiment grave dans cette histoire. Pendant mon adolescence, j'ai vécu dans une très petite ville minière dans l'ouest des États-Unis. C'était avant l'époque des téléphones portables, avant Internet, et avant que les parents ne se soucient tout le temps de ce que faisaient leurs enfants. Plusieurs soirs de week-end, 2 de mes amis et moi-même disions à nos parents que nous allions passer la nuit chez l'un ou l'autre. Nos parents dormaient toujours profondément à 22 h et ne voulaient pas être dérangés. Ils pensaient, stupidement, que nous allions passer la nuit à regarder des films et à jouer à la Nintendo. Les parents ne voulaient même pas checker entre eux où nous étions. On avait carte blanche. En général, on attendait jusqu'à 11 h ou 12 h du soir. Puis, nous allions quelque part. Toutes nos maisons avaient des entrées en pente. On faisait rouler nos voitures en point mort jusqu'à la rue d'en face, avant de démarrer pour être sûr que personne ne nous entendrait. Pareil pour le retour. On coupait le moteur et on roulait au point mort jusqu'au garage. Certains soirs, on faisait une demi-heure de route jusqu'à la ville voisine. C'était une ville un peu plus grande que la nôtre, et on pouvait faire ce qu'on voulait là-bas. Un soir en particulier, nous avons pris un dîner à emporter, dans un petit restaurant qui restait ouvert tard la nuit. Puis nous nous sommes faufilés dans un cinéma, pour assister à la fin du film. Dans ces petites villes, tout le monde connaît presque tout le monde, mais en même temps, les adultes qui sortaient tard ne se souciaient pas de voir des enfants tard la nuit. C'était une époque différente. Après le film, on a parcouru la ville sans un but précis, en écoutant de la musique et en discutant. Il n'y avait pratiquement rien à faire. Nous étions un peu en retard, mais pas trop loin de la maison. Après avoir pris un virage, nous sommes entrés dans une zone merdique que je n'avais jamais vue auparavant. Et je n'ai pas tout de suite compris ce qui s'est passé ensuite. Il était 2 h du matin, et dans la rue se tenaient une 50aine de personnes, séparées en 2 groupes qui se faisaient face. Ils étaient tous armés. Ils avaient des armes et ils étaient vêtus d'armures de fortune, et chaque groupe s'avançait vers l'autre. La plupart tenaient des couvercles de poubelles métalliques en guise de bouclier. D'autres tenaient des enjoliveurs, et l'un d'eux avait ce que j'avais cru être une porte de machine à laver. Elle était attachée à son bras avec des cordes pour la tenir comme un bouclier. Ils ont tous des armes, des bâtons de bois, des battes de baseball, des maillets, des sticks de hockey, mais je n'ai pas vu de couteau ou d'armes à feu. Ils portaient des casques de mineurs, des casques de football,
et certains avaient même des casques métalliques artisanaux d'allure médiévale. Il faisait froid, ils portaient des jeans, des bottes et des manteaux. Nous nous sommes arrêtés, nos phares braqués sur eux. Il semble que nous soyons arrivés juste au moment où ils étaient sur le point de s'affronter. Ils se sont retournés et nous ont regardés sans rien dire d'un air terrifiant. Mon ami a enclenché la marche arrière et on s'est tiré de là rapidement. Lorsqu'on s'est retourné, on a vu que certains des gars ont commencé à marcher vers la voiture, mais aucun n'avait levé son arme ou avait commencé à courir vers nous. Mais nous étions tout de même effrayés et on s'est tiré de là pour rentrer à la maison en voiture. Il a fallu quelques minutes pour que l'un d'entre nous prenne la parole et dise « Qu'est-ce que c'était que ce bordel ?» Aujourd'hui encore, je n'ai aucune idée de ce dont il s'agissait. Je me demande toujours ce que ces types étaient en train de faire. Un vrai combat? Une bataille de gangs de rue? Une blague? Une reconstitution historique de la Renaissance? Ils étaient si nombreux et leurs armes et armures étaient si délibérément artisanales qu'il semblait peu probable qu'il s'agisse d'un combat impromptu. Ils s'étaient préparés pour ça, logiquement. Nous nous sommes demandé s'ils faisaient ça pour surprendre les automobilistes qui ne se doutaient de rien et pour se moquer d'eux. Mais à 2 h du matin, dans cette petite ville, ils auraient eu beaucoup de chance si quelqu'un avait emprunté leur rue. Nous n'en avons parlé à personne, et surtout pas à nos parents. Ma famille et moi avons quitté cette ville quelques années plus tard, et n'y sommes jamais retournés. Ça fait des décennies maintenant, mais ça reste une des choses les plus inexplicables que j'ai jamais vues. Lorsque ma fille avait environ 2 ou 3 ans, elle parlait comme d'habitude de quelque chose et je l'écoutais à moitié. Je l'ai alors entendu dire « Mais c'est quand j'étais un garçon ». J'ai demandé « Tu étais un garçon avant ?» Elle m'a répondu « Oui, c'était il y a longtemps ». Je lui ai demandé ce qui s'était passé quand elle était garçon. Elle m'a répondu qu'elle était morte. Je lui ai demandé comment elle était morte et elle m'a répondu « Je ne sais pas, mais il y avait beaucoup de sang dans ma bouche ». Elle a ensuite changé de sujet et n'a plus jamais parlé de ce genre de choses.